Bonjour à tous, bienvenue dans ce midi des secrétaires indoor. Je pense qu'il y a encore des personnes qui arrivent au fur et à mesure. On va encore attendre 2-3 minutes. Je vois qu'on est quand même déjà une vingtaine, donc c'est pas mal. On va pas trop attendre parce que je sais qu'on est aussi pour certains sur votre temps de midi, donc je propose qu'on commence. Comme j'aime toujours le dire, la meilleure saison de l'année va bientôt commencer, donc il faut être prêt. Il n'y a pas de gros changements cette saison indoor, comme vous avez pu en connaître l'année passée. Donc, on continue en majorité sur ce qu'on a fait l'année passée. Je vois que les gens arrivent encore au fur et à mesure, mais je vais quand même avancer. Donc, un peu comme la saison passée, on va évidemment vous parler du calendrier. Il y aura un petit mot pour nos divisions d'honneur, la programmation, les délégués de salle, transfert et affiliation, qui est quand même une belle spécificité d'Indoor. On parlera des équipements, des dérogations, un peu d'arbitrage, et puis on terminera par un quiz pour être sûr que toute l'info importante est bien passée, comme on avait pu le faire à la réunion des secrétaires outdoor. Bon, ça, j'espère que vous le savez, en début de la saison, le 30 novembre, vous pouvez retrouver le calendrier complet sur le site. Mais de toute façon, la programmation de toutes les équipes est dans l'app, ce qui est quand même encore le plus simple pour les équipes afin de voir quand ils jouent. Comme vous le savez, le championnat de division d'honneur dames et messieurs se finit assez tôt pour libérer les joueurs pour la Coupe du Monde. Donc, on terminera le championnat DH le 25 et 26 janvier 2025 avec des finales à Rosdale. Euh, les autres divisions dames et messieurs jouent jusqu'au 8 et 9 février 2025. Donc ça, c'est une modification suite au feedback qu'on vous avait demandé. Vous nous aviez signalé que le championnat dames et messieurs était trop long, ou du moins empiétait sur la reprise outdoor et la préparation. Donc, on a réduit la longueur du championnat. Ils jouent toujours autant de journées de championnat, mais disons que c'est plus compact. Les jeunes joueront leur finale, donc les jeunes DH évidemment joueront leur finale le 22 et 23 février à Erasme. Tout comme l'année passée, donc les demi-finales ont lieu le samedi, les finales le dimanche. Les demi-finales U14 se joueront encore dans une autre salle qu'Erasme, puisque avec la nouvelle formule de championnat, c'est pas possible de programmer toutes les demi-finales en une journée. On sait que c'est compliqué parfois pour les coachs, mais voilà, on fera de notre mieux pour que ces demi-finales ne soient pas trop éloignées d'Erasme. Et les autres divisions jeunes jouent jusqu'au 15 et 16 février. Faites attention du coup que les finales DH jeunes se jouent pendant le premier week-end des vacances francophones. Voilà, si vos équipes ont l'ambition d'y aller, leur signaler de ne pas partir trop tôt au ski. Évidemment, tout le monde joue dans une poule de 6 en aller-retour. Il y a une petite exception, c'est les U19 Girls LFH1. Le nombre d'inscrits dans cette division ne permettait pas de faire des poules de 6. Donc, elles sont dans une poule de 10 et elles jouent 9 rencontres en aller simple. Je vous invite à aller voir les montées-descentes entre les LFH1 et la nationale dans les règlements, puisque chaque poule a parfois sa spécificité. Également, j'en profite aussi pour vous dire que, vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'index dans les divisions nationales jeunes. C'est assez compliqué de trouver un outil performant. Comme on l'avait annoncé à l'Assemblée générale, on organisera durant la saison ou juste après la fin de la saison une réunion avec les responsables jeunes pour réfléchir à peut-être la meilleure solution pour composer les divisions nationales en jeunes. Pour revenir sur la grille, euh, on n'oublie pas les championnats en semaine, Giant Ladies et Fun League. Donc, ils jouent 7 soirées, mais qui sont réparties sur 8 semaines. On a dû aligner certaines journées de championnat pour s'assurer qu'on ait assez de salles. Donc, ne vous inquiétez pas si une de vos équipes ne joue pas un lundi du championnat ou un mardi, mercredi, jeudi. C'est normal. Le tout, c'est qu'elle joue cette soirée. Alors, il y a des formats de compétition un peu spéciaux. Chaque année, on reçoit beaucoup de questions. Il y a peu d'équipes qui participent à l'Indoor for Fun, mais on reçoit beaucoup de questions parce que c'est particulier. Toute l'info est là. N'hésitez pas à nous en poser si vous avez d'autres questions. Mais en général, les questions sont relatives aux points qui sont dans cette slide. Donc,
n'hésitez pas à les transmettre à vos managers d'équipe U7. Donc, c'est 3 journées d'1 heure et demie. Il y a 45 minutes dédiées à l'apprentissage de l'indoor pour les enfants. Pendant ce temps-là, on donne une petite formation aux parents sur l'arbitrage et l'encadrement. Et puis après, il y a 45 minutes de match. Le but est que les parents qui aient suivi la formation arbitrage viennent s'essayer à l'arbitrage du match de leur enfant. On joue sur un demi-terrain en 3 contre 3 dans le sens de la largeur. Donc les équipes en indoor for fun, on demande qu'elles soient à peu près entre 4 à 8 joueurs. Le tout, c'est amical. Donc si vous êtes 3 ou 9, c'est pas grave. Essayez quand même de ne pas venir à 12 parce qu'il y a qu'un moniteur, évidemment. L'heure annoncée dans Sporting, c'est l'heure du début de l'initiation. Donc, vous ne devez pas arriver encore une demi-heure avant pour l'échauffement, en tout cas. Ils peuvent venir un peu à l'avance, ça c'est toujours bien, mais c'est l'heure du début de l'initiation. Donc, on vous demande de quand même bien prévoir un encadrant pour l'équipe pour qu'il soit là en support aux formateurs qu'on met à disposition et de bien prévenir les parents qu'il y ait une formation parce que nous, on met un formateur à disposition. C'est un petit peu dommage quand lui, il arrive et qu'il n'y a aucun parent qui sont au courant qu'il y a une petite formation pour eux et qui sont parfois pas, qui n'ont pas parfois très envie de suivre cette formation. C'est pas qu'ils sont obligés, mais l'idée, c'est qu'ils puissent comprendre après le match de leurs enfants donc, et les règles spécifiques à l'indoor. Donc, je pense que c'est une vraie plus-value pour les enfants. On n'oblige pas le stick indoor, c'est recommandé, mais on sait qu'on est sur un format amical. Donc pour les U7 et aussi pour les 8 en indoor for games, le stick indoor n'est pas obligatoire. L'indoor for games, c'est aussi particulier parce qu'on est là sur 5 rencontres. C'est des matchs dits normaux. Ils jouent sur un terrain, alors que vos 8 n'ont pas l'habitude. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Il faut bien les encadrer. Essayer de faire en sorte que ça marche. Il n'y a pas de gardien. Et donc là, prévoyez bien aussi en encadrant parce que nous, on n'en prévoit pas. Et en arbitre par équipe. Depuis l'année passée et la nouvelle formule de championnat en indoor, vous savez maintenant qu'il est possible de remettre certaines rencontres, évidemment avec l'accord de l'adversaire. Donc là, je parle bien des championnats qui ont lieu en week-end. Les championnats en semaine, c'est impossible de remettre. Et la DH adulte, ce n'est pas possible non plus. Faites attention qu'on joue pendant les vacances de Noël le premier et le dernier week-end. Donc, n'hésitez pas, si ça cause des soucis de noyau, à anticiper d'éventuelles remises. Donc, comment ça se passe? Vous voulez remettre une rencontre, il faut évidemment l'accord de votre adversaire. S'il est d'accord, vous devez trouver une salle. Le coût de la location de la salle est à votre charge. Et quand vous réservez une salle pour ce match remis, faites bien attention. Il ne faut pas juste, si c'est un match U9 que vous remettez, il ne faut pas juste réserver 1 heure de salle. Il faut prévoir au moins une demi-heure pour le montage et une demi-heure pour le démontage. Donc, pour un match U9 U12, on réserve donc 2 heures. Quoi qu'il en soit, si par exemple votre adversaire vous dit pas de souci, on peut déplacer la rencontre et si vous voulez, on peut vous accueillir dans notre salle. Vous êtes toujours responsable des fonctions de délégué au terrain, évidemment. On y reviendra après et vous êtes responsable de la location. N'oubliez pas que il faut aussi nous signaler que vous remettez en match et au plus tard 4 jours avant la nouvelle date pour qu'on puisse intégrer tout ça dans Sporting et on ne peut pas reporter plus tard que la veille du dernier match du championnat. Et en cas de forfait, on vous demandera aussi de prévenir évidemment le club adverse, les arbitres nationaux s'il y en a, et le secrétariat du club qui gère la salle pour qu'il puisse prévenir son délégué de salle. Si vous vous demandez qui gère quelle salle, il y a sur le site onglet compétition indoor documents à télécharger une liste des salles avec le club qui gère la salle. Mes collègues me font remarquer que pour l'Indoor for Games, U8 Girls, on s'est rendu compte qu'on avait eu un petit souci dans la programmation et vous devez peut-être vous en être rendu compte en voyant vos adversaires. Les déplacements sont parfois un peu trop lointains, donc on va régénérer la programmation Indoor for Games. Ça a été fait même, Timothy l'a fait ce matin. Et donc, signalez bien à vos équipes Indoor for Games U8 Girls que leur programmation a été adaptée et de plus tenir compte de l'ancienne. Alors, on va passer très vite sur les divisions honneur dames et messieurs, puisqu'évidemment, ça concerne
peu de personnes dans ce call. On garde toujours la même formule pour ces championnats. 14 rencontres en aller-retour, 2 matchs par week-end, donc le championnat va très vite. Mais comme vous le savez, on avait à cœur d'upgrader la qualité du championnat DH. On avait reçu le feedback que la plupart des clubs qui évoluent en DH s'entraînaient sur du style mat, mais n'avaient pas l'opportunité d'y jouer en championnat parce qu'on ne veut pas programmer dans des salles éphémères. On ne sait pas bien filmer, on ne sait pas accueillir des spectateurs. On a donc cherché une autre solution, c'est de mettre du style mat dans une salle en dur, et c'est ce qu'on a fait à Erasme. Hélas, on ne s'est pas programmé tous les matchs à Erasme. Ça, c'est un petit peu notre déception. Mais donc, la grande majorité des matchs DH dames se joueront à Erasme et plus de la moitié des matchs messieurs également. On vous demande du coup aussi de faire l'upgrade possible de votre côté, parce qu'à côté de ça, en plus de jouer dans des meilleures installations, les matchs de DH messieurs seront télévisés par BX1. Donc il y aura, je pense, 2 matchs qui seront diffusés en direct et le reste des matchs seront streamés. Donc tous les matchs qui se jouent à Erasme seront streamés par BX1. Donc on vous demande, on l'a quand même déjà tous vu quand on va voir les matchs de DH, des équipements très disparates. Donc on vous demande vraiment de faire un effort sur les équipements, que tous les joueurs aient le même maillot, short, jupe. Il arrive trop souvent qu'il y ait des maillots assez différents, ancienne génération du club, qu'ils aient leur bon nom sur leur maillot, parce que souvent on voit des joueurs qui ont des noms différents euh, que leur propre nom. Et évidemment, bien faire attention aux numéros. Donc, on vous demande vraiment un effort sur ce point-là. C'est que ça peut être un peu ennuyant, mais ça montre aussi le professionnalisme de notre discipline. Et on a envie vraiment que ce partenariat puisse durer avec VX. Programmation. On reçoit souvent cette question. Mais quels sont les matchs exactement qui vont se jouer dans notre salle? Et on comprend que vous en avez besoin pour pouvoir organiser la logistique liée à votre salle. Évidemment, comme vous le savez, vous pouvez regarder via l'app la programmation dans votre salle, mais au plus tôt 21 jours à l'avance, ce qui est parfois trop tard. Par contre, via Sporting Club, si vous suivez ce chemin, vous pouvez exporter en Excel la programmation dans votre salle et je pense que c'est très pratique. Vous pouvez faire la même chose pour vos équipes également. Le chemin est indiqué ici et ça vous permet ainsi de voir la programmation entière de votre équipe, même si vous pouvez aussi la chercher dans l'app, mais ça vous permet comme ça d'avoir un export possible. Les délégués de salle. Vous vous souviendrez que l'année passée, la des secrétaires avait fort tourné autour de cette fonction et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de feedback à propos du délégué de salle. Ce qui est compliqué, c'est que la situation d'une salle n'est pas celle d'une autre et que nous, on doit quand même tirer une ligne identique pour tout le monde. Donc, évidemment, le délégué de salle, ça reste obligatoire pour toutes les rencontres. Il est à prévoir par le club home. Très facile quand le club home joue dans sa salle. Par contre, faites attention quand vous êtes club home et que vous ne jouez pas dans votre salle. Vous devez alors impérativement contacter le club qui vous accueille pour lui demander quelles sont les modalités d'organisation. Comment ça se passe pour l'ouverture ou la fermeture de la salle si nécessaire, pour le montage des baumes, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait au niveau du délégué? Et c'est bien le club qui vous accueille qui décide, puisqu'on a eu pas mal de discussions à propos de ça la saison passée. Chaque club qui accueille peut choisir soit de vous dire, bah, vous venez dans notre salle très bien, prévoyez le délégué et on vous indique les modalités à suivre pour l'ouverture, fermeture ou autre. Soit le club qui vous accueille peut très bien dire, vous êtes les bienvenus. On préfère que ce soit un délégué de chez nous qui assure le suivi, parce que dans certains clubs, c'est le même délégué qui fait tout, ou ils ont une organisation interne. Et alors, le club qui vous accueille peut vous demander un défraiement pour ce délégué. Attention aussi, donc je vous disais jusqu'à maintenant, c'est le club home qui prévoit les délégués. Je parlais bien des championnats le week-end. En semaine, on sait que c'est trop compliqué, puisqu'on est toujours dans des poules de 4 qui vont dans une infrastructure et que le club qui reçoit change tout au fil de la soirée.
Donc là, c'est bien le club qui gère l'installation qui doit prévoir le délégué. Donc si vous êtes gestionnaire d'une infrastructure qui accueille des matchs en soirée, faites bien attention que vous devez prévoir un délégué pour ces rencontres. Le délégué ne doit pas obligatoirement être le même toute la journée. Ça, c'est le choix de chaque club. Mais faites bien attention de bien communiquer entre vous comment ça se passe pour l'ouverture, fermeture de la salle, rangement du matériel, surtout quand vous êtes locataire de l'infrastructure. C'est quand même très important de respecter l'ordre et les habitudes imposées par le gestionnaire de salle. Le délégué de salle doit impérativement être indiqué sur la feuille de match et être membre. Il y a des amendes dans le cas où il n'est pas sur la feuille de match et surtout s'il n'est pas présent. Je sais que parfois ça peut causer des difficultés parce que vous allez dans une infrastructure voisine et que vous ne savez pas qui sera le délégué, mais il faut l'anticiper pour connaître son identité et pouvoir l'indiquer sur la feuille de match. Tout comme l'année passée, concernant le défraiement des délégués de salle, il a été déduit des coûts d'inscription des équipes, à peu près de tête. Le coût d'inscription des équipes l'année passée avait été réduit de 75 euros. Et donc, libre au club de voir ce qu'il fait avec le défraiement des délégués, si vous le rémunérez ou pas. Par contre, pour les matchs en semaine, vu qu'on impose au club qui accueille d'avoir un délégué de salle, on prend bien en charge la rémunération des délégués, ce sera déduit de la facture de solde. Les missions du délégué de salle n'ont pas changé. Ça a été aussi un débat avec des feedbacks assez différents de chaque club. Mais on reste sur ce qu'on avait mis en place l'année passée. Donc, ce sont les arbitres qui gèrent le temps de la rencontre, mais on invite vraiment le délégué de salle à se montrer proactif en signalant bien aux arbitres qu'il faut commencer à l'heure. On sait que les arbitres changent à chaque rencontre, mais dans certaines salles, les délégués changent aussi à chaque rencontre. C'est pour ça qu'on n'a pas remis cette mission dans les mains du délégué de salle, comme c'est important que l'arbitre soit responsable du temps comme il l'est en outdoor. En outdoor aussi, c'est parfois difficile de commencer les matchs à l'heure, mais on y arrive plus ou moins, donc on doit y arriver en outdoor aussi. C'est par contre le délégué de salle qui gère le temps des suspensions. Il doit aussi se montrer très proactif pour le respect des temps des cartons et des mi-temps. C'est très court, donc il doit bien un peu houspiller les arbitres s'ils se montrent un peu lents pour le respect de ces temps. Il doit évidemment être à la disposition des arbitres, gérer les spectateurs et maintenir l'ordre et la propreté dans la salle. On a quand même pas mal de feedback des salles qu'on loue. Que les salles sont parfois rendues dans un mauvais état. Donc faites attention, les vestiaires, les toilettes, la salle en elle-même. Soyez quand même vigilants parce que c'est parfois des raisons qui poussent au fait que les gestionnaires de salles ne veulent plus nous louer leur salle. Donc on en a besoin, donc on vous demande vraiment d'être vigilant. C'est pas le rôle du délégué de salle de compléter la feuille du match. C'est bien le rôle des arbitres. Et c'est certainement pas son rôle d'intervenir dans l'arbitrage. Il doit bien rester neutre. Comme je le disais, spécificité pour l'indoor, c'est bien évidemment ces histoires de transfert. Donc, il n'y a pas de période de transfert libre là maintenant avant le début de la saison indoor. La période de transfert libre en indoor, elle est la même qu'en outdoor en juin. Donc maintenant, si vous voulez faire un transfert, il faut l'accord du club sortant. Et en fait, le transfert, il est possible tant que la joueuse ou le joueur n'a pas encore participé au championnat indoor. Donc même quand le championnat a commencé. Ça se fait via Sportling. Et alors, donc je disais que le transfert peut avoir lieu quand on veut. Il faut quand même faire attention quand DH et D1 adulte, le joueur ou la joueuse doit être affilié indoor dans son club, dans le club avec lequel il participe au championnat indoor, au plus tard le mercredi qui suit le début du championnat, donc cette année le 4 décembre 2024. C'est vraiment très important. Donc si vous faites des transferts, vérifiez bien qu'ils soient effectifs et donc acceptés par les deux clubs dans Sportling. Il faut faire attention aux membres parqués. On a bien mis le mercredi qui suit le début du championnat au cas où, si vous avez un petit couac lors du premier week-end, il puisse encore être résolu. Mais après cette date, il est plus possible d'affilier des nouveaux joueurs en DH et des adultes. Alors, on reçoit souvent ces questions de noyaux. Pour quelle date faut-il remplir les noyaux? Contrairement à l'outdoor, il ne faut pas remplir ces noyaux ni en jeune ni en adulte, puisqu'il n'y a pas de qualification basée sur les noyaux. La seule règle de qualification
qui existe, c'est en jeune, c'est la limite de 3 matchs par week. Il y a encore pour la DH et la DA adulte une règle importante pour les joueurs étrangers. Donc, le non-objection certificate est obligatoire. Faites attention, c'est pas parce que vous en avez rentré un pour l'outdoor qu'il est valable en indoor. Donc, n'ayez pas peur de nous poser la question. Idem avec les autorisations belgéniques pour les joueurs qui viennent hors de l'espace économique européen. Si vous avez eu une autorisation belgénique pour un joueur de votre club qui va aussi jouer l'indoor et qui couvre la période de l'indoor, pas de souci. Par contre, si vous avez transféré un joueur extra-européen, alors là, il faut réintroduire les documents. On peut vous aider à le compléter sur base des documents qu'on a déjà reçus en outdoor, mais il y a des documents spécifiques qui concernent la relation club-joueur qui doivent être introduits dans ce cas. Les équipements des joueurs, pas de changement par rapport à la saison passée. Les masques sur PC comme en outdoor dès les U10. S'il n'y a pas de match, le défenseur ne peut pas participer à la phase et doit rejoindre le cercle adverse. On pousse vraiment les adultes aussi à porter le masque. Je pense que ça ne mange pas de pain. Et les autres équipements en indoor, vous les connaissez, chaussures, gants obligatoires, le stick indoor, et évidemment le protège-dents et la jambière, les jambières comme en outdoor. Et alors, n'oubliez pas, pour les salles que vous gérez, vous devez bien vous inquiéter qu'il y a des bombes. Donc, si jamais vous jouez dans une salle qui n'est pas la vôtre, quand vous contactez le club qui vous accueille, posez-leur quand même toujours la question, est-ce que les bombes sont bien là? Si oui, où sont-elles? Parce que les matchs indoor sans bombes, c'est quand même compliqué. Défilé à petite maille pour les goals, balles, évidemment, sifflet, chronomètre et trousse de secours. Ça, c'est vraiment important quand vous allez dans une salle voisine, de s'assurer de savoir s'il y a une trousse de secours et s'il n'y a pas d'équiper votre délégué de salle d'une trousse de secours. L'accident est quand même très vite arrivé. En ce qui concerne l'arbitrage, on n'a pas de modification des règles de jeu, donc ça, c'est déjà une information importante. Comme je l'ai dit dans la partie consacrée aux délégués de salle, c'est les arbitres qui gèrent le temps de la rencontre. Un arbitre par équipe pour toutes les rencontres, un arbitre de chaque club donc. Et vous n'oubliez pas, c'est une spécificité de l'indoor. On sait que c'est compliqué d'arbitrer en indoor et qu'il y a des règles spécifiques. Donc, on oblige l'examen d'arbitrage théorique indoor délai U9. Par contre, contrairement à l'outdoor, il n'est pas obligatoire pour les joueurs. Vous pouvez vérifier la qualification d'un arbitre via l'app sur sa fiche membre. Et alors, en ce qui concerne les divisions arbitrées par des arbitres nationaux, ça ne change pas non plus de la saison passée. DH dames et messieurs, national en dames et la DH U16 et U19, boys et girls. Les dérogations jeunes, pas de changement, mais on préfère le rappeler. Une dérogation outdoor n'est pas automatiquement valable en indoor. Donc, il faut bien réintroduire les demandes auprès d'Elodie. Spécificité à l'indoor, on est moins sur le terrain, donc c'est une dérogation descendante autorisée par match. Pour vos dérogations montantes, vous pouvez juste demander de l'appliquer pour l'indoor. Il ne sera pas nécessaire de retourner chez le médecin, par exemple. Pour les dérogations descendantes, là, évidemment, on refait un examen en fonction des équipes inscrites et on voit s'il n'y a pas d'autres solutions possibles pour le joueur, puisque la dérogation reste l'exception et pas la règle. Et ben voilà. Moi, j'ai fait le tour. Je pense qu'il y a déjà toute une série de questions, peut-être, où la plupart sont réglées via le chat. Il y en a, Sarah, des questions? La question qui doit fournir les balles. Alors, les balles à fournir par la salle qui reçoit ou chacun apporte bien ses balles? Alors, les balles pour la rencontre, c'est le club home qui doit les fournir. Pour l'échauffement, évidemment, chacun vient avec ses salles. Et alors, je voyais une remarque sur les 45 minutes de formation. Oui. Dommage qu'il n'y ait plus de formation pour les parents en Indoor for Games. Alors, le schéma, c'est vraiment, il n'y en a jamais eu en Indoor for Games. Hein. Avant, on avait en Indoor for Fun en U7 et en U8. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de succès de l'Indoor for Fun en U8. Donc, l'idée, c'est un peu, avant de rentrer en compétition, on passe par l'Indoor for Fun, qui est vraiment le moment où on découvre l'indoor et où tout le monde peut suivre la formation. Et puis à l'Indoor for Games, on commence à faire des matchs, on fait 5 rencontres, mais c'est pas encore de trop.
Et puis alors, à partir du 9, on commence vraiment l'indoor. Donc, c'est un peu le chemin qu'on a voulu mettre en place pour que les jeunes découvrent progressivement la compétition. Donc, je vous propose un petit quiz. Après ça, on pourra évidemment passer aux questions-réponses. S'il y en a qui veulent prendre la parole oralement, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit là maintenant, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Je vois que Ben et Sarah sont occupés à répondre. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à les voir. Donc, pour le Kahoot, qui est la plateforme qui accueille le quiz, vous pouvez ici télécharger, enfin, vous pouvez scanner le QR code. Je sais pas. Hop, moi je vais changer d'écran. Ah oui, vous voulez que je vous laisse un petit peu le QR code? Il paraît que je l'ai changé trop vite. Euh, voilà, je vous laisse, je le remets en grand, le scanner. Normalement, ça devrait fonctionner. Et alors, le code PIN que vous devez indiquer, si jamais, oui, vous devez indiquer un pseudo, donc votre prénom. Je vais aller voir. Hop, vous êtes beaucoup à être connecté. Hop. On a droit à une petite musique, mais je ne sais pas si vous l'entendez. Mais j'ai encore aucun joueur, donc j'ai un peu une crainte. Non, mais je me dis que le QR code a peut-être changé, donc voilà, je vous le mets en grand. Toi, tu y es, ça, du coup? Ah, je vois que Nicolas y est. Donc, je vous laisse vraiment. Hop, voilà, vous arrivez. Vous avez le QR code ici en grand, je vous le laisse encore. Donc, désolé, le QR code, à mon avis, ça génère à chaque fois un nouveau QR code. Celui-là. Ah, bon, vous avez l'air d'être déjà pas mal. Hop, il y en a encore qui arrivent. Ouh, ouh, ouh. Ah, mais vous étiez beaucoup en fait, ça. Ouais. Donc, les questions sont pas très compliquées. Le but, c'est de reparcourir un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Hop, je vois plus personne qui arrive, donc je propose de commencer. De toute façon, il n'y a pas de cadeau pour le gagnant. Donc, si vous arrivez en cours et que vous n'avez pas répondu à la première question, vous pouvez passer direct à la deuxième. Ça va commencer, ça va vite, donc il faut être au taquet. La première question, est-ce qu'un membre outdoor de mon club est d'office membre indoor de mon club? Oui ou non? Vous avez 20 secondes, je crois, pour répondre. Je ne vais quand même pas donner la réponse avant la fin du chrono. Je ne sais pas si on sait mettre pause, donc évidemment, c'est non. On n'est pas d'office membre indoor. Donc, vous voyez, quand vous affiliez en membre, vous pouvez choisir son activité de jeu, outdoor, indoor. Je vous invite, quand vous affiliez un nouveau membre, de lui donner les deux activités de jeu. Mais donc, soyez vigilants par rapport à ça. Bravo, Piu, qui a été super rapide, mais bon. Le 15 décembre, Pierre me demande s'il peut être transféré dans mon club pour jouer en Fun League. Est-ce possible? Alors que le championnat a déjà commencé. Oui, c'est possible s'il n'a pas encore participé au championnat indoor avec un autre club. Oui, c'est possible. Tout court ou non, ce n'est pas possible. Ah, la majorité a répondu oui s'il n'a pas encore joué en championnat indoor avec un autre club. Donc, c'est bien ça. On est en dehors de la DH et la D1. Les transferts sont toujours possibles tant qu'on n'a pas jouer dans un autre club, même en cours de championnat. Et Pio est toujours en tête. Bravo. On peut passer à la question 3 qui est un peu liée. Le 15 du 12, Magali, cette fois-ci, me demande si elle peut s'affilier dans mon club pour jouer en Dame nationale 1. Est-ce possible? Normalement, je viens de vous donner la réponse. Oui, c'est possible si elle n'a pas encore joué en championnat indoor avec un autre club. Oui, c'est possible, quoi qu'il en soit. Ou non, la date limite pour s'affilier est le 4 décembre afin de pouvoir jouer en National 1.
Le 4 décembre étant le mercredi qui suit le début du championnat, si jamais. Et il y en a quand même 4 qui se sont trompés. Donc, je le rappelle, DH et D1, il faut être affilié au plus tard le mercredi qui suit le début du championnat. Donc, on ne peut pas aller transférer en joueur allemand juste pour les finales du championnat. Ça ne marche pas quand même. Et puis, on a perdu sa première place, ça m'inquiète. Il pensait pouvoir encore transférer. Et donc, Charlotte est première. Quelle est la date limite pour compléter les noyaux indoor? Vous savez, les qualifications. Le mercredi qui précède le début du championnat? Ou il n'y a pas de limite, il ne faut pas remplir ces noyaux en indoor. Ah voilà, 1, 23. Donc apparemment, vous avez tous répondu. Mais je sais pas. Et donc, je le répète, il n'y a pas de limite puisqu'il ne faut pas remplir de noyaux. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté une deadline. Il n'y a pas de qualification en adulte. Pourquoi en fait? Parce qu'on n'est pas comme en outdoor où certains clubs ont 10, 11 équipes dames ou messieurs. Il y a très peu d'équipes adultes en indoor, donc il n'y a pas de règle de qualification. Idéalement jeune, il y a quand même un peu moins d'équipes qu'en outdoor. Et donc Charlotte, qui est bien attentive, est toujours bien première. Le match home de mes U14 se joue dans la salle gérée par un club voisin. Qui doit prévoir le délégué de salle selon vous? Mon équipe, puisque je suis home, le club qui gère la salle, puisque c'est sa salle, ou je prends contact avec le club qui gère la salle et je respecte les directives de ce club. Je crois que tout le monde a répondu, puisqu'on a 23 réponses. Et donc, c'est bien le club qui gère la salle qui me dira comment ça se passe, comme je viens de l'expliquer. Si vous ne jouez pas dans votre installation, prenez contact proactivement avec le club qui vous accueille pour qu'il vous fasse part d'une modalité pratique. Et Charlotte garde sa première place. Je pense qu'il y a un petit tricheur dans l'équipe. Je vois qu'il y a Tim, parce que c'est mon collègue. C'est un peu facile, ça. Mais bon, Charlotte est plus rapide. Il n'est même pas premier. Quel est le montant de l'affiliation pour un joueur indoor adulte? L'affiliation indoor, je parle rien s'il est déjà affilié en outdoor, dans mon club ou dans un autre club. 25 € pour pouvoir participer à l'indoor. 75,50 € s'il n'est pas affilié à outdoor. Ou c'est la réponse rouge et jaune cumulée. Donc, la réponse rouge et jaune, ça voudrait dire que les deux sont corrects. Il y avait un petit piège, à mon avis, certains ont répondu un peu trop vite. Donc, les 25 €, vous les oubliez, ça n'existe pas. Et donc, il n'y a pas une affiliation indoor spécifique. Donc, si vous avez un joueur qui ne joue pas en outdoor, évidemment, vous devez payer l'affiliation globale. S'il joue en outdoor, l'affiliation globale sera facturée à son club outdoor. Il n'y a pas un surcoût dû au fait qu'il joue en indoor. Même si c'est dans un autre club, il n'y a plus de coût de transfert comme c'était le cas à l'époque. Charlotte est toujours première. D'ailleurs, Charlotte avait été longtemps première lors du quiz en outdoor, je pense. Hein. Qui supporte le défraiement du délégué de salle? Est-ce que c'est la fédération qui va rémunérer votre délégué de salle ou est-ce que c'est le club qui gère la salle ou le club home? On parle bien des championnats le week-end. En effet, ça peut porter à confusion. Du coup, c'est bien le club qui gère la salle ou le club home. Vous vous mettez d'accord entre vous. Pour les championnats de la semaine, c'est bien nous qui le supportons. Charlotte a même droit à une flamme, vu ses bonnes réponses. 8e question. Une joueur est affiliée dans un club A en Open League. Est-ce qu'elle peut jouer dans le club B en Ladies? Oui, sans problème. Non, c'est pas permis. Ou oui, si le club A n'a pas de Ladies. Question. Alors, la bonne réponse est bien entendu non.
Bien entendu, ça semble pas logique apparemment, mais cette dérogation qui existe en outdoor de pouvoir jouer en ladies dans un autre club si mon propre club n'a pas de ladies n'existe pas en indoor. Puisque, en fait, il y a des transferts possibles aussi en indoor, donc voilà. Et Charlotte est toujours première, sûrement en sans faute pour elle. On passe à la 9e question. Qui prévenir en cas de forfait? Personne. L'adversaire, les arbitres nationaux s'il y en a, et le secrétariat du club qui gère la salle, ou le club adverse. Je pense que tout le monde a répondu. C'est bien l'adversaire, les arbitres nationaux, le secrétariat du club qui gère la salle. Celui qui a répondu personne, ça commence à m'inquiéter. Merci de prévenir quand même en cas de forfait. C'est jamais gai déjà de devoir subir un forfait, mais alors si on n'a pas été prévenu, c'est encore pire. Donc, comme je l'ai dit, le secrétariat du club qui gère la salle, vous pouvez retrouver cette information sur le site. Et les arbitres nationaux, c'est quand même très chouette aussi de les prévenir si il y en a. Charlotte reste bien première. Et on va maintenant répondre à la dernière question. Le club away demande de remettre le match. Celui-ci est remis à nouveau dans ma salle. Qui paye la location? La fédération, le club qui a demandé la remise ou mon club puisque le match se joue dans mes installations. Donc, mon adversaire demande de remettre le match. Je dis qu'il pourra se jouer chez moi s'il le veut parce que ma salle est disponible. Qui paye le montant de location? C'est bien entendu le club qui a demandé la remise, sauf si évidemment le club qui les accueille est généreux. Mais comme je l'ai dit, les frais de location en cas de remise d'une rencontre sont à charge du club qui a demandé cette remise. Ça ne passe pas par l'intermédiaire de la fédération. Donc, si nous, par hasard, on reçoit une facture d'une salle pour cette date de match remis, on les redirige vers le club ayant demandé la remise. Donc, voilà. Je pense qu'on peut désigner, à mon avis, le podium. Team 3e, hein, encore heureux. Le 2e est en anonyme. On le félicite. Et la première, c'est Charlotte. Bravo. Et Delphine était 4e et Patricia 5e. Bravo à elle aussi. Si jamais ce quiz crée en vous des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous pouvez aussi partager ces questions avec vos responsables d'équipe si vous voulez. Ça peut peut-être pour certaines être intéressant qu'ils connaissent les réponses. J'ai l'impression qu'il y a... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai pas trop l'impression. Donc, si vous en avez, c'est maintenant. Alors, Julie a loupé les 10 premières minutes, c'est dommage. Eh ben, c'est pas grave parce que c'était enregistré. Donc, on vous enverra l'enregistrement et les slides et le quiz. Vous allez recevoir ça cette semaine en tout cas. Oui, donc j'ai l'impression que la plupart des questions ont été répondues. S'il y a une dernière question, c'est maintenant. Sinon, bah, vous pouvez même quitter la réunion. Et en tout cas, moi, je vous remercie. Alors, on me redemande pour les balles, donc je répète, pas de souci, Patricia. Les balles à fournir sont bien par les balles de match sont à fournir par le club qui reçoit. Les balles d'échauffement, évidemment, c'est à fournir par les équipes. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésite pas à me dire, Patricia. Voilà, donc si vous avez encore des questions d'ici le début de la saison, n'hésitez pas, on est disponible. Utilisez bien l'adresse indoor@hockey.be, vous aurez une réponse bien plus rapide que si vous l'adressez sur nos adresses email personnelles. Et c'est toujours plus facile d'avoir une trace par email que par WhatsApp ou par téléphone, sauf si c'est évidemment un peu compliqué. N'hésitez pas. Alors, j'ai une dernière question. Si le délégué de salle n'est pas indiqué sur la feuille de match, qui paye l'amende? Le club home? Oui, tout à fait. Pas de souci. Patricia qui s'excuse d'avoir posé 2 fois la
question, mais c'est pas grave, mieux vaut 2 fois que pas du tout. Donc, avec les délégués de salle, soyez bien vigilants de bien les indiquer sur la feuille de match. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois plus de questions arriver. Je vous remercie d'avoir libéré un peu de temps sur votre temps de midi. Et je vous souhaite une belle saison indoor. Au revoir.